a quelques problèmes techniques, mais c'est pas grave. Je pense que je vais essayer de parler le plus précisément possible pour que vous compreniez bien les éléments que je veux vous présenter. C'est sûr que des fois, avec un support visuel, c'est plus facile de comprendre, mais on va faire avec. Puis il y aura des techniciens qui vont venir peut-être un peu plus tard. Ouais. Donc, on verra. Essayez de visualiser ce que je vous dis. OK? Alors, dans un essai intitulé « Toute une moitié du monde », Alice Zeniter se questionne sur la représentation des personnages féminins dans la littérature. Elle en vient à la conclusion que lorsqu'un auteur crée seulement des personnages masculins forts, celui-ci oublie toute une moitié du monde, toute une moitié de son public. Ce manque de représentation amène les femmes à intérioriser l'idée qu'elles sont plus faibles, puisqu'elles ne pensent pas être capables de faire quelque chose qu'elles n'ont jamais vu faire avant. L'exemplarité est essentielle pour le bon développement d'un humain. C'est en s'inspirant de grands modèles que l'on accomplit de grandes choses. Là, je passerai une slide, mais je ne vais pas le faire. En raison de l'absence de représentation, il est plus facile pour l'auditrice de perdre rapidement son intérêt ou sa motivation puisqu'elle ne se reconnaît pas. Elle ne se sent pas interpellée. Dans nos cours de philosophie, il y a très peu de femmes qui sont représentées. Lorsque j'ai commencé à me questionner sur le sujet, et même à partir du moment où j'ai reçu ma bourse du FRQ, plusieurs me passaient les commentaires pour me souhaiter bonne chance, avec la conviction qu'il serait difficile de trouver des femmes en philosophie. Bien, il est maintenant temps de le dire, j'ai plus dû choisir que trouver. Donner du temps et de la lumière à ces femmes philosophes, c'est surtout rappeler à la moitié de votre classe que vous ne les oubliez pas et qu'elles peuvent elles aussi réfléchir et peut-être même en faire un métier. Alors, change mon slide. Comment concrètement intégrer plus de femmes en philosophie dans chacun des 3 cours obligatoires de philosophie au collégial? Sans surprise, ce fut le cours de philosophie 101 qui me donna le plus de fil à retordre. Ce cours se concentre sur la tradition gréco-latine et à l'apparition de la pensée rationnelle en Occident, autrement dit, les origines de la philo. Fait que c'est sûr, c'est il y a longtemps. Dans ce cours, on met particulièrement l'accent sur les grands représentants classiques comme Platon, Socrate, Héraclite, Pythagore. Je pense qu'on a toute la ref. Il est important de se rappeler que durant cette époque à Athènes et autres cités dites démocratiques, les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyennes. Leur vie consistait principalement à être sous la tutelle de leur père pour ensuite être sous la tutelle de leur mari. Cependant, nombreuses sont celles qui ne sont pas restées sous silence et qui ont pratiqué plusieurs disciplines, comme les mathématiques, l'astronomie, la géométrie et bien évidemment, la philosophie. Avant d'approfondir le portrait de quelques personnages plus importants, je tiens à remettre de l'avant le travail invisible des mères de cette époque. Nombreux sont les empereurs qui ont eu pour enseignant leur maman. Leur travail invisible a réussi à créer des empereurs comme Marc Aurèle, qui fut fortement éduqué et dirigé par sa mère. Donc, comme cela est mentionné dans le livre « Histoire des femmes philosophes » de Gilles Ménage, donc vous avez la belle photo ici, c'est super bon, je trouvais important de souligner leur rapport puisque le fait que leur nom ne soit pas reconnu, celle des mamans, c'est en partie grâce à elles que l'on se souvient de ceux de leurs fils. Alors maintenant, laissez-moi vous parler d'Hypatie. Née en 355 ou 370, c'est la fille et disciple du savant Théon d'Alexandrie. Déjà jeune, elle se démarque par son éloquence et son érudition, comme le signale Gilles Ménage dans le livre que j'ai déjà mentionné. Après avoir enseigné durant plusieurs années en tant que représentante de l'école néoplatonicienne, elle en devient la chef de file. Chef de file en 355 à l'école la plus importante d'Athènes. Bien qu'elle ait travaillé sur de multiples sujets, il est spécifié dans un article de Philosophie Magazine qu'elle est principalement réputée pour un commentaire assez connu sur les arithmétiques de Diophane et ses études sur les coniques. Tel que mentionné plus tôt, en tant que figure de proue de l'école néoplatonicienne, Hypatie a dû prendre de nombreuses décisions vraiment importantes. Toujours dans le même article de magazine dont je vous ai parlé, que je tiens à citer ici puisqu'il est clair, accessible et susceptible d'intéresser notamment les personnes étudiantes, comme la plupart des gens ici, on souligne le refus de la pensée d'un néoplatonicien nommé Jambilique qui a tenté de réconcilier mathématiques et magie. Donc, on peut donc comprendre son intérêt pour garder séparée la religion du savoir, ce qui est quand même assez révolutionnaire pour ces années-là.
Malheureusement, il y a eu une montée de pouvoir d'un évêque nommé Cyril. Hypatie aura été battue, démembrée et brûlée vive par des fanatiques religieux qui étaient jaloux de son intelligence. Donc, prochaine philosophe. C'est d'abord dans le recensement des femmes philosophes de Gilles Ménage que Théano de Crotone attira mon attention. Cependant, je me baserai sur un article de Maud Bonjo pour détailler le personnage. Théano de Crotone est une penseuse du 6e siècle avant notre ère, qui est connue pour être la femme de l'illustre Pythagore, on se souvient, mais pas seulement ça, en fait. Comme le souligne Bonjo dans un texte paru en 2023 dans Les grands dossiers des sciences humaines, qui a pour titre Théano de Crotone et les pythagoriciens, plusieurs la décriront comme la première mathématicienne du monde antique. Elle s'intéressera principalement au nombre d'or et à la géométrie en général. Finalement, Théano n'est pas seulement une grande penseuse dans l'univers des mathématiques, elle approfondira sa réflexion dans l'écriture et la pensée religieuse. Elle soutient des thèses sur l'immortalité de l'âme et il existe encore aujourd'hui un texte qu'elle a écrit qui se présente comme un traité sur la piété. Paraît-il, toujours selon Bonjo, qu'elle a aussi écrit un ouvrage qui aide les femmes à être de bonnes épouses. Bon, bien aujourd'hui, ce texte n'est pas nécessairement vu comme quelque chose de féministe, mais il reste qu'à l'époque, la simple mention et l'inclusion de la réalité féminine dans la sphère publique est quelque chose de féministe en soi. Finalement, pour le dernier cours de philosophie numéro 1, la dernière penseuse que je voudrais présenter est une femme qui aurait autant choqué notre période moderne que la sienne. Hipparchia est une philosophe cynique qui, selon l'article du Monde écrit par Roger Paul Droit en 2022, a vécu vers 350-280 avant Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, je veux préciser ce qu'est le cynisme. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont vu ça en classe ou des enseignants qui l'enseignent, mais pour tout le monde, on va donner une définition claire. Donc, selon le dictionnaire à Larousse, toujours pas. Cynique veut dire qui appartient à l'école philosophique grecque d'Antisthène et de Diogène. Les cyniques méprisaient les conventions sociales et affichaient leur indépendance d'esprit. C'est encore une fois dans un article de Philosophie Magazine écrit par Octave Lamarck-Martéron intitulé « Hipparchia, la vie forte des cyniques » que l'on peut redécouvrir cette femme sortant totalement de l'ordinaire. Hipparchia est née dans une famille très riche, promise à une vie monotone où elle devra sûrement se marier avec un homme fortuné, dans un mariage sans amour ni passion. Dans ces années-là, c'était juste un mariage, mais en tout cas. Hipparchia en décida autrement en se mariant avec un disciple de Diogène, comme j'ai dit plus haut, un cynique, Cratès de Thèbes. Ce mariage choqua énormément sa famille, ce qui est déjà un acte féministe en soi, qui était totalement contre. Et malheureusement pour eux, ils n'étaient pas au bout de leurs indignations. Hipparchia combattit toute sa vie l'enfermement dans la sphère domestique des femmes. Elle accompagnait son mari partout. Elle commettait des actes obscènes dans les lieux publics, comme faire l'amour en public ou se masturber, ce qui est quand même fort pour ces années-là. Donc, encore aujourd'hui, Hipparchia est connue pour être une femme qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui choquait le monde autour d'elle. Donc, la vie des femmes de cette époque, assez grande que soit leur intelligence, est dirigée par les hommes qui les entourent. Comme vous avez pu le remarquer depuis tantôt, toutes les femmes que j'ai présentées restent qu'il y avait des grands hommes autour d'elles. C'est un peu comme ça qu'elles ont réussi à devenir ce qu'elles sont malheureusement. Il est important de se rappeler et reconnaître toutes celles qui ont marqué les esprits des philosophes que l'on connaît aujourd'hui sans nécessairement avoir écrit leur nom au cœur des pages les plus lues. Plusieurs d'entre elles ont tout de même réussi à se faire un nom qui a duré assez longtemps pour qu'une fiction documentaire, comme le livre graphique de Maya Ombasic, qui a pour titre « Femme philosophe, 21 destins de combattantes », nous permette de redécouvrir avec élégance de grandes figures comme le portrait d'Hipparchia que je viens de nommer, ou encore celui d'Aspasie, qui a été des philosophes comme Socrate avec une figure d'éloquence et une grande penseuse. Si c'est un sujet qui vous intéresse, comme autre suggestion de lecture ou de contenu à enseigner dans le cours de philo 101, je tiens à évoquer brièvement le cas de Diotine, figure qui apparaît dans le célèbre Banquet de Platon. Donc, on connaît Platon, il était bon pour peut-être inventer des personnages ou pas, genre Socrate, mais OK, donc c'est ça. Diotine est son tour d'un très grand brouillard de mystère, puisqu'on ignore si elle a vraiment existé en dehors des écrits de Platon, comme le rapporte notamment Frédéric Manzini dans Philosophie Magazine. Donc,
Que ce soit dans l'imaginaire collectif façonné par Platon ou que ce soit dans la vraie vie, on comprend donc que beaucoup de femmes sont nées avec une force de caractère surhumaine pour faire leur place dans un environnement aussi masculin et je pense qu'il est important de les célébrer. Voilà pour le cours de philosophie 1. Bon, on n'aura toujours pas d'image pour le cours de philosophie 2. Là, je vais m'en aller dans un peu de théorie, donc restez avec moi. Pour le cours de philosophie numéro 2, le choix a été d'une grande difficulté. Il existe énormément de femmes qui ont marqué l'époque moderne. On peut penser notamment à Élisabeth de Bohème, qui a écrit une importante objection à Descartes sur la question du dualisme. On peut aussi penser à Olympe de Gouges, qui a fait paraître Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne après la Déclaration des droits des hommes au 18e siècle. Puisque le titre du second tour se nomme « L'être humain », je me suis focalisée sur 2 personnes qui ont profondément changé notre perception de l'être humain, particulièrement en tant que femme. Super. Avant de commencer, je crois important de faire une petite parenthèse, là c'est là la théorie, sur le féminisme. Donc, la base officielle et inébranlable du féminisme, c'est l'égalité des sexes. Ça, c'est un fait. Peu importe ce que je vais dire, ça reste que c'est ça l'objectif, OK? Par contre, dans tous les écrits et courants de pensée produits dans la mentalité féministe, il existe plusieurs branches de féminisme. Il y a d'abord les féministes socio-constructivistes. Ce courant de pensée met l'accent sur les ressemblances entre les hommes et les femmes et la manière dont nous sommes conditionnés à percevoir entre eux des différences de fond. Par exemple, les socio-constructivistes défendent qu'à notre naissance, le cerveau féminin et masculin est le même. C'est seulement par des interactions avec le monde extérieur qui se modifient différemment. Dans une perspective socio-constructiviste, le féminin ainsi que la masculinité sont des concepts construits socialement et nous en devenons des produits suite à un apprentissage et un fort conditionnement. Ce courant de pensée reproche souvent à la culture populaire de vendre un idéal féminin aux petites filles qui est premièrement inatteignable et surtout qui est étroitement lié à une exigence de passivité. Il n'y a qu'à regarder la différence entre les films écoutés par les petites filles et les films écoutés par les petits garçons. Je veux dire, notre génération de femmes de mon âge, on a été bercées par des princesses comme Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, juste passivité au bois dormant, c'est ça son nom, là, ou encore Réponse, qui n'attendait que la présence d'un homme pour exister. Elles n'ont pas d'objectif, elles n'ont pas de but concret et surtout, elles sont reconnues et appréciées grâce à leur beauté et leur gentillesse. Donc, à l'inverse, les films pour petits garçons montrent des personnages dans l'action qui essaient des choses et surtout qui commettent des erreurs. Cette différence de modèle et de représentation est une des causes importantes des féministes socio-constructivistes. À l'inverse, nous avons les féministes essentialistes ou encore différentialistes. Donc, ce courant de pensée n'est pas d'accord pour dire que les femmes et les hommes ne présentent aucune différence de la nature. Elles affirment qu'il y a une différence, autant corporelle que mentale, et qu'il ne faut pas l'oublier. Leur demande est encore l'égalité, mais une égalité qui prend en considération les défis et les particularités des 2 genres. Le féministe essentialiste part avec de belles valeurs. C'est vrai, on n'est pas pareil. Il y a des choses que des femmes vont devoir vivre dans leur vie que des hommes cisgenres et des femmes cisgenres ne vivront jamais. Donc, une égalité qui a conscience des défis de chacun est important. Par contre, le discours essentialiste a été beaucoup repris et instrumentalisé par des néolibérales et des néoconservateurs. Par exemple, je vous donne un exemple actuel, les tradwives, traditional wife. Donc, femmes traditionnelles en français. Donc, ce genre de trend vend à la jeunesse des bienfaits d'être une femme à la maison, de faire tout soi-même dans une sphère domestique. Attention! Il peut être féministe d'adopter ce mode de vie s'il vient d'une décision autonome qui n'a pas été influencée par d'autres et qui ne mène pas à la précarité. Il est sexiste de vendre ce mode de vie comme naturel et essentiel pour qu'une femme soit épanouie, particulièrement aux petites filles. Voilà. Cette instrumentalisation de l'essentialisme cherche d'abord et avant tout à ramener les femmes dans une situation de dépendance et de précarité face à leur mari. Mais à vrai dire,
le fait d'affirmer qu'il est dans la nature d'une femme de rester à la maison et d'avoir des enfants ne s'inscrit pas forcément dans le discours essentialiste, même si plusieurs tentent de nous faire croire le contraire et de faire passer leur discours pour féministe. On peut voir encore aujourd'hui beaucoup de gens qui vont se dire féministes et qui finalement vont vendre aux jeunes femmes de rester à la maison parce que c'est ça qu'elles veulent. C'est pas nécessairement ça tout le temps, OK? Pour l'essentiel, le féminisme essentialiste cherche avant tout à revaloriser certains traits plus typiquement féminins, afin d'éviter que les modèles traditionnellement masculins ne demeurent encore dominants et survalorisés en société. Cette revalorisation peut très bien aller de pair avec un libre choix et une multitude de manières d'incarner son identité de genre. En ce sens, le féministe différentialiste n'implique pas forcément la création d'effets de précarité ou d'exclusion de certaines femmes, comme on lui le reproche souvent. Puis aussi, s'intéresser à ce type de féminisme qui est plus essentialiste permet aussi de mettre une certaine place aux féministes devenus un peu moins typiques de l'Occident, dans une perspective décoloniale, parce que reste que le féminisme socio-constructiviste est très européen. Puis c'est facile de dire qu'on est construit socialement quand on est à l'aise puis on a le temps de réfléchir à ça. Donc, peu importe la sorte de féminisme, il n'y en a aucun qui est pour l'oppression et l'assujettissement des femmes. Il est important de faire la distinction entre un discours qui tente d'obliger les femmes à retourner à des rôles traditionnels et vouloir seulement rappeler les défis féminins et ne pas les renier. Une des grandes qualités des différentialistes correspond à leur manière de revaloriser le féminin, comme j'ai dit tantôt. Il y a parfois dans le mouvement socio-constructiviste un refus ou une certaine haine envers des qualités dites plus typiquement féminines, comme le maquillage, faire attention à soi, être un peu plus fifille, aimer le rose, tout ça. Certaines féministes vont être un peu contre cette mentalité. Donc, prenons par exemple des personnages féminins dans les films et séries que nous écoutons. Les personnages qui seront dits féministes sont celles qui courent vers le danger, celles qui se battent, celles qui n'ont peur de rien, celles qui sont associées à des qualités dites typiquement masculines. Encore une fois, celles qui montrent leurs émotions, celles qui tentent de régler des situations par d'autres moyens que la violence, sont diminuées, dévalorisées. Autrement dit, le rose est détesté de tous les camps. Dans la situation patriarcale actuelle, il est important de ne pas oublier que le conditionnement social féminin n'arrêtera pas du jour au lendemain. Et si nous continuons à diminuer les filles dans leur apprentissage que nous leur inculquions, elles continueront d'avoir honte d'elles-mêmes. Cécile Gagnon, une philosophe féministe québécoise qui cherche à faire dialoguer plusieurs courants féministes, mais qui se dit plus socio-constructiviste, explique dans son livre « Existante pour une philosophie féministe incarnée ». Si vous aimez ma conférence, honnêtement, lisez ce livre-là, ça parle un peu de tout super bien. Elle dit qu'elle a toujours senti un certain mépris lorsqu'elle se maquille ou fait attention à son apparence, comme si automatiquement prendre soin de soi est une manière de donner du pouvoir au patriarcat. Mais est-il possible d'accepter aussi que ces critères qui sont à la base, une façon de plaire aux hommes, soit devenue, à cause d'un certain conditionnement, quelque chose qui rend certaines femmes heureuses? Pourquoi ne pas reconnaître que les femmes doivent composer avec une structure de pouvoir qui forge, au moins partiellement, leur identité, leur repère, leur conception du monde, structure de pouvoir à laquelle il est possible de résister sans pour autant nier sa portée réelle? Tout ce que je viens de dire, c'est un concept qui s'appelle l'agentivité située. Je vous explique ça rapide, après je vais vous faire un exemple, OK? On choisit son mode de vie et résiste à l'ordre établi, toujours à partir d'un système de pouvoir dans lequel on s'est peu à peu construit. Système qu'il s'agit de déplacer et d'ébranler à sa manière à travers des imperfections de la réalité sociale. Par exemple, le pronom « yel », c'est « il » et « elle ». Techniquement, c'est un code binaire qu'on nous a inculqué à notre naissance. Puis la manière dont on a décidé de briser ce code-là, c'est en les mettant tous les deux. Donc c'est à partir de bases qu'on nous a éduqués qu'on brise ces mêmes bases. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, super! Bravo, vous avez compris l'agentivité située. Ça m'a pris beaucoup de lecture.
Donc, j'en viens maintenant à une deuxième branche du féminisme, le socio-constructivisme. Donc, l'une des femmes qui figure parmi les plus grandes représentantes du mouvement égalitariste socio-constructiviste est Simone de Beauvoir, avec son beau visage bleu. Donc, Beauvoir est une philosophe née en 1908 à Paris. Elle est l'autrice des ouvrages Le deuxième sexe 1 et 2, publiés en 1949. Cet ouvrage... Non. Cet ouvrage fait... Oh, yes, yes! On est rendu... Attends, continue. Vous voulez voir tout ce que vous avez manqué? Juste présenter. Ouais, appuie-le. Ouais, parfait, merci. Hey, toute une moitié de la classe. Il manque de représentation. Cours de philo 1, les travail invisible des mères, on se rappelle. Ça, c'est le livre. C'est le bon livre. Hypatie, la philosophe. Théano de Crotone, quand même. Hipparchia, celle qui est un peu fofolle. Ça, c'est le livre. Honnêtement, lisez ça, c'est vraiment bon. C'est des petites illustrations, puis ça parle de femmes philosophes qui ont changé un peu le monde. Cours de philo 2. Féminisme, égalité des sexes, socio-constructivisme, essentialisme, la gentilité située. OK, on est rendu à Simone de Beauvoir. C'est eux qu'on doit applaudir. Donc, cet ouvrage philosophique, maintenant devenu un grand classique, constitue la base de la pensée féministe égalitariste actuelle. Revenons d'ailleurs juste au titre. Le deuxième sexe. Il questionne par lui-même le dualisme hiérarchique entre hommes et femmes. Le deuxième sexe correspond historiquement au sexe féminin. En consacrant à ce sexe l'ensemble de son ouvrage, Beauvoir dénonce l'assujettissement des femmes et cherche à les faire passer de objets passifs à sujets actifs, capables de se donner des fins et de les réaliser concrètement. Oui, OK. Beauvoir développe le fait qu'être une femme est souvent vu comme être l'autre, le personnage secondaire de la vie du personnage masculin. Le masculin est pour elle perçu par la société comme une sorte d'option neutre, par défaut. Être homme ne veut rien dire d'autre qu'être ici, qu'être vivant. À l'inverse, être femme signifie être autre chose qu'un homme. Elle se précise parfaitement dès le début de son deuxième tome. Un homme ne commencera jamais par se poser comme un individu d'un certain sexe, qu'il soit homme, cela va de soi. C'est en ayant en tête cette idée de second plan que Beauvoir tente de nous amener à comprendre que le monde actuel s'est construit dans une perspective masculine, puisque si la femme est au deuxième plan, cela signifie que le monde qui l'entoure n'est pas construit pour elle. Par exemple, je veux vous donner un exemple concret de ça. En 2019, une étude menée à l'Université de Virginie découvre que les femmes sont 73% plus à risque de subir des blessures graves ou mortelles que les hommes lors d'une collision frontale en voiture. Cet énorme écart est dû à l'inexistence de mannequins féminins lors des crash tests et autres. Donc, ce manque de considération pour la femme dans la vie extérieure démontre un sexisme qui est omniprésent et mortel. C'est face à cette première inégalité marquante qu'elle va ensuite démontrer à quel point la différence de traitement entre hommes et femmes est absurde. Selon elle, rien n'est justifiable biologiquement. Dans Le deuxième sexe 2, elle écrit toutes les étapes de la croissance d'une femme. Et c'est à l'aide d'une suite d'exemples qu'elle démontre les habitudes sociales qui leur sont inculquées dès l'enfance. Par exemple, l'automatisme d'offrir aux petites filles des poupées pour jouer et les insister à plus s'asseoir et parler que jouer dehors. Tout ce conditionnement pousse les jeunes filles à avoir une attitude plus passive qu'active. De même pour la sensibilité, nous allons plus longtemps réconforter et cajoler une petite fille quand elle pleure, alors que très rapidement, un garçon va comprendre qu'il doit arrêter de pleurer et de se plaindre. Cette différence amène plus tard à penser que les femmes sont plus sensibles que les hommes, alors que finalement, nous les avons simplement plus encouragées à l'être. Tranquillement, une frustration s'installe chez les jeunes filles qui ne comprennent pas pourquoi elles doivent mieux se tenir, avoir leurs règles ou être enceintes, parce qu'on ne valorise pas ça.
Cette frustration amène à une jalousie de leur homologue masculin qui, eux, à l'inverse, se font dire qu'ils sont chanceux de ne pas être une fille. Hein. Fait que le rejet de la féminité vient alors de partout. Et déjà enfant, les jeunes filles apprennent à s'effacer pour regarder les hommes vivre. Je veux dire, si vous avez en tête une cour de récré au primaire, est-ce que vous vous rendez compte de l'espace qui est accordé aux petits garçons juste par rapport au terrain de soccer, au jeu? Les petites filles sont mises sur le côté à jouer au ballon poire, à être assises. Déjà là, on voit comment la place du masculin prend de l'espace seulement dès l'enfance, là. Donc, c'est dans le cadre de ces réflexions que la phrase culte du deuxième sexe 2, « On ne naît pas femme, on le devient », prend alors tout son sens. Grâce à son travail acharné et méticuleux, Beauvoir réussit à démontrer et faire comprendre à des centaines de milliers de femmes qu'elles peuvent devenir actives et se séparer des contraintes qui leur sont imposées depuis l'enfance. L'objectif principal de Beauvoir est d'amener les femmes à se considérer comme des sujets capables de choix plutôt que comme des objets contemplés par un regard. Ah, Beauvoir. À vrai dire, tout cet univers de contraintes vient d'une mentalité philosophique très ancienne qui correspond au dualisme. Héraclite est l'un des premiers à en parler dans sa théorie des contraires. Je ne sais pas si vous avez vu ça en classe. Cette théorie veut simplement dire que quelque chose ne peut pas exister si son contraire n'existe pas non plus. Donc, je sais que je suis en vie parce que je sais aussi que je peux mourir. Vous voyez? Donc, bien qu'il soit vrai que pour la reconnaissance d'une chose, il faut savoir son contraire, cette théorie poussa beaucoup à la séparation des choses. Donc, humain, nature, âme, corps, femme, homme. Cette séparation créa aussi et surtout une hiérarchisation. Si je prends exemple de l'humain et de la nature, beaucoup percevaient autrefois un dualisme clair et supposaient que l'humain était plus important et dominait la nature. Cette façon de voir les choses poussa à exploiter des terres, à raser des forêts. Donc, on sait d'ailleurs que l'un des plus grands dualismes de tous les temps, Descartes, a invité l'être humain à être maître et possesseur de la nature. Pour ce qui est de l'âme et du corps, j'imagine que vous avez vu aussi en classe le monde des idées de Platon et à quel point il priorisait ce monde plutôt que le monde réel. Donc, le fait de séparer l'âme et le corps faisait en sorte qu'il dévalorisa le monde matériel et corporel et qu'il y avait un respect moindre pour le monde qui l'entoure, leur propre personne et la vie en général. Donc, il en est de même pour hommes et femmes. Et c'est pourquoi les écrits de Simone de Beauvoir ont été aussi révolutionnaires. Ils ont complètement remis en question ce dualisme et ramené les deux sexes sur un pied d'égalité. Même si son travail a été révolutionnaire pour le féministe et la philosophie, il n'est rien comparé à la destruction du dualisme et de la subversion du genre qu'a pratiqué Judith Butler. Alors, Judith Butler est une personne non-binaire qui a écrit notamment Troubles dans le genre, le féminisme et la subversion de l'identité, ouvrage publié en 1990. Dans ce travail, elle va encore plus loin que Beauvoir dans le questionnement de l'identité. Alors que plusieurs mouvements féministes tentent de briser la hiérarchie du dualisme homme-femme, Butler se demande « Mais qu'est-ce qu'une femme ?» Ce questionnement l'amène à s'interroger sur ce qui fonde et constitue la catégorie femme. Si une femme ne veut pas se définir par les critères qui lui sont inculqués socialement, comme le défend Simone de Beauvoir, alors que sommes-nous? Je veux dire, si tout ce qu'on nous a appris, finalement, on le rejette, c'est quoi, on est des coquilles vides? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que finalement, le point commun du féminin serait d'être victime du patriarcat? Si la féminité n'est qu'une catégorie inscrite dans des rapports de pouvoir et qu'il existe de nombreuses manières d'être femme en fonction de son ressenti et de son expérience propre, cette catégorie s'ouvre et elle n'est plus figée, et comme on a tendance à le croire. Par ailleurs, l'une des particularités de l'œuvre de Butler est de contester la séparation nette entre sexe, donc ce que l'on place couramment du côté biologique ou de la nature, et genre, que l'on place couramment du côté des rôles sociaux et de la culture. Pour Butler, ce dualisme entre sexe et genre, ainsi qu'entre nature et culture, doit voler aux éclats, car ce sont des rapports de pouvoir qui les produisent en société en créant certaines frontières artificielles et contingentes.
En somme, la remise en question par Butler de notre identité vient contester non seulement la hiérarchisation des sexes, mais également tous les dualismes. Pour comprendre à quel point le sexe et le genre sont intrinsèquement liés, il suffit de se pencher sur le concept d'une personne intersexe. Honnêtement, je ne comprends même pas que moi, il a fallu autant de lecture pour que j'apprenne c'est quoi. C'est vraiment intéressant. Dans le livre d'Elsa Dordain, Sexe, genre et sexualité, celle-ci explique que 2% des naissances dans le monde sont des personnes intersexes, c'est-à-dire des personnes qui ont un sexe féminin, mais admettons plus de testostérone dans la, ils ont un sexe féminin, mais plus de testostérone qu'un homme dans leur corps, ou encore une femme avec des organes génitaux qui ne correspondent pas exactement ou typiquement au sexe donné, comme un clitoris plus long. Dès la naissance, une jeune fille qui aurait un clitoris particulièrement long va devoir se le faire couper entièrement par les médecins pour qu'elle réponde aux critères dits féminins. C'est de l'excision, mais genre médicale. Donc, en 1995, dans une expérience allemande faite sur 500 hommes d'environ le même âge, 55% des hommes avaient des organes génitaux dits normaux ou standards. 55%. Et tout le reste témoignait de différentes caractéristiques anatomiques. Notre vision du sexe est tellement catégorisée que toutes celles et ceux qui en sont en dehors sont marginalisés. Un exemple très actuel est celui de la boxeuse algérienne Iman Khelif. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous en ont entendu parler. Donc, elle a été critiquée au motif qu'elle était une personne trans qui s'inscrivait dans des compétitions féminines pour taper les femmes. Alors que Khelif est née femme, elle possède simplement plus de testostérone que la moyenne. À cause de cela, sa carrière a été de nombreuses fois remise en question et elle reçoit de manière constante une grande haine du mouvement conservateur. Donc finalement, là, même sur le plan biologique, qu'est-ce qu'un sexe? Comment pouvons-nous encore dire aujourd'hui qu'il y en a deux et que celui qu'on va nous attribuer à notre naissance va influencer toute notre vie? Comme le dit Judith Butler dans son ouvrage « Troubles dans le genre », le corps est façonné par des forces politiques ayant stratégiquement intérêt à faire en sorte qu'il reste fini et constitué par des marqueurs de sexe. Pour elle, le genre est pensé et vu comme un instrument. Pourtant, ce n'est qu'une performance. Une performance qui nous force à intérioriser des normes et des codes dominants d'une identité. Pour contrer le caractère oppressant de ces codes et critères qui sont ancrés en nous dès l'enfance, Butler valorise ce qui se nomme une performance subversive du genre. Un bon exemple d'une performance subversive correspond au drag queen. Cette manière d'exagérer le genre nous montre, selon Butler, le caractère caricatural de notre propre performance identitaire. Toujours dans Troubles dans le genre, Butler précise: en imitant le genre, le drag révèle implicitement la structure imitative du genre lui-même, ainsi que sa contingence. Il faut comprendre par là que l'identité humaine est le fruit d'un apprentissage qui se construit dans le temps. Je pense que ça, vous commencez à le comprendre. Et qui peut se déconstruire pour laisser d'autres options, plus en harmonie avec le ressenti profond de chacun et chacune. Dans la pratique drag, selon Butler, selon le concept d'agentivité situé, on découvre un potentiel critique capable de remettre en question un système social à partir d'éléments propres à ce système. Comme on a dit tantôt avec les pronoms yel, c'est pareil pour le drag. Il va réutiliser des instruments qu'on a utilisés d'abord pour se faire, pour apprendre, admettons, comme le maquillage, la coiffure ou des choses comme ça. Puis finalement, il va les exagérer. Donc, il va utiliser les mêmes codes pour briser les codes. Donc, en d'autres termes, en se livrant aux pratiques drag, on mobilise des éléments inscrits dans un système social et on les détourne de leurs usages habituels. On fait ainsi comprendre que l'identité humaine se construit dans un cadre social et qu'il existe de multiples variations possibles à l'intérieur de ce cadre.
Donc, plusieurs personnes ont trouvé les propos de Butler difficiles à entendre. Il y a plusieurs féministes qui disent que... Butler affirme aussi que lorsque les féministes disent « nous les femmes », elles continuent de répondre aux critères d'une classe dominante et s'enferment elles-mêmes dans des stéréotypes préétablis par cette classe. Cependant, la réponse de Butler est simple. Le féminin doit simplement toujours se redéfinir et se redessiner. C'est en changeant de définition et de forme que le genre ainsi que le sexe se libéreront de leurs entraves et que nous arriverons à une égalité. De cette manière, le champ des possibles pourra être étendu. Alors, on est rendu à faire un peu d'éthique. Maintenant que nous avons exploré un point de vue très socio-constructiviste, il est temps d'aller dans une perspective plutôt différentialiste, essentialiste. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu ça tantôt. C'est plus une mentalité où, oui, on demande une égalité, mais une égalité qui a conscience de la nature différente des femmes et des hommes. Donc, eux, ils ne pensent pas qu'on est pareil. Dans ce cours, plutôt centré sur l'éthique et la politique, un très grand nombre de femmes philosophes peuvent être mobilisées, comme par exemple Hannah Arendt ou Mata Nussbaum. Afin d'assurer un lien avec une certaine vision différentialiste, je me permets de parler ici de l'éthique du care, qui me semble avoir plus que sa place dans ce cours. C'est d'abord grâce aux livres existantes dont j'ai parlé plus tôt que j'ai comme découvert cette éthique-là. Après, j'en ai vu dans que sais-je, mais c'est dans plusieurs de mes lectures que ça a été mentionné. Honnêtement, c'est une théorie magnifique qui devrait être vue en classe. Donc, comme l'explique Fabienne Brugère dans son livre intitulé « L'éthique du care », cette éthique fait son apparition durant l'Amérique de Reagan dans les années 1980. On est en plein dans la deuxième vague féministe. On est avec les hippies et toute cette gang-là. Donc, l'éthique du care incarne parfaitement les revendications de ces années-là, dont l'un des slogans les plus connus, je pense que vous allez voir de quoi je parle, « Le privé est politique ». Ce slogan implique d'abord et avant tout que l'on assume socialement que tout ce qui se passe dans la sphère privée est influencé par des rapports de pouvoir sociaux. Cette affirmation demande aussi au gouvernement d'arrêter d'ignorer les violences et autres injustices faites aux femmes en les relayant au privé. Les violences conjugales, le viol, l'avortement et autres se doivent de faire partie du discours politique et ne plus être tabou ou invisibilisé, puisque c'est finalement de la sécurité des femmes dont on parle. C'est dans le cadre de ces nouvelles requêtes que naît l'éthique du care, qui sera introduite d'abord par Carol Gilligan et ensuite revisitée et approfondie par plusieurs autres féministes comme Joanne Tronto, qui, elle, est plutôt socio-constructiviste. Donc, à cette époque, la politique de Reagan assure une grande promotion du self-made man. Cet homme qui, sans l'aide de personne, à partir de rien, serait censé arriver à tout. Donc, Gilligan, elle, n'est pas d'accord avec cette mentalité. Elle et les autres éthiciennes du care font comprendre à leur manière que le self-made man est un mythe. Pour elle, nous sommes tous interreliés et notre succès dépend d'un vaste et complexe tissu de relations. C'est après la découverte d'une étude morale menée sur des enfants de 11 ans par Lawrence Kohlberg que Gilligan nous initie à cette éthique dans le deuxième chapitre du livre qui a pour titre « In a Different Voice ». Donc, dans cette étude morale, très bien résumée notamment par Fabienne Brugère dans le livre précité, un dilemme est posé. Un homme qui se nomme Heinz n'a pas les moyens d'acheter des médicaments nécessaires pour sa femme qui est malade. Sans ce médicament, elle va mourir. Heinz doit-il ou non voler le médicament au pharmacien? En levant la main, qui pense qu'il devrait voler le médicament? Super. Qui pense qu'il y a d'autres options possibles? Yes! OK. Alors, le petit garçon, nommé Jake, dit directement que oui, il faut voler le médicament puisque la vie humaine compte plus que de l'argent et qu'il est de son devoir de sauver la vie de sa femme.
Pour la petite fille nommée Amy, la réponse est plus complexe. Elle propose de possiblement pouvoir emprunter de l'argent à quelqu'un ou d'aller parler avec le pharmacien sur sa situation puis pour qu'il lui vienne en aide. De son point de vue à elle, si Heinz vole et se retrouve en prison, là, il ne pourra plus aider sa femme. Il aura définitivement détruit une possible relation avec le pharmacien qui aurait pu l'aider dans le futur. Donc, nous avons ici deux réponses totalement opposées. Et pour Kohlbeck, donc l'ancien sociologue, le verdict est clair. Jake est une personne logique. Il comprend les enjeux moraux et fait ce qui est juste. Il est associé à l'éthique de la justice. Une éthique qui priorise le raisonnement logique, le respect des règles abstraites, comme le droit à la vie, ainsi que l'action immédiate plutôt que le dialogue. Toujours du point de vue de Kohlberg, la jeune fille nommée Amy est trop naïve. Elle ne comprend pas l'importance des enjeux, bref, elle n'a pas rapport. Pour Gilligan, éthicienne du Caire, c'est l'inverse. Amy comprend à merveille les enjeux. Elle tente de régler la situation avec le moins de dégâts possible, sans briser de relations qui pourraient aider Heinz à l'avenir. Comme l'écrit Fabienne Brugère, et je cite, « Alors que pour Kohlberg, il existe une morale supérieure ancrée dans le raisonnement logique généralement produit par les hommes, Gilligan affirme que les femmes construisent le problème moral différemment, en centrant le développement moral sur la compréhension des responsabilités partagées et des rapports humains. Cette morale révèle une préoccupation fondamentale pour le bien-être d'autrui et la nécessité de l'entraide. » Je vous laisse process. Dans l'éthique du care, le soi est un jeu interdépendant. Nous sommes tous des personnes vulnérables qui ont besoin des autres pour évoluer. Renier cette interdépendance ou cette relationnalité fait en sorte que ceux qui aident ne sont pas soutenus à leur tour. Et donc, les dominés restent dominés en aidant les dominants. Par exemple, un grand PDG d'entreprise, il ne pourrait pas exécuter toutes les tâches qui lui sont demandées sans l'éducatrice qui s'occupe de ses enfants tous les jours, la psychoéducatrice qui rencontre son fils pour pas qu'il s'emporte en sa présence, sa femme de ménage qui met de l'ordre dans sa maison, son comptable qui s'occupe de ses comptes et tous les employés en restauration qui s'occupent de lui faire à manger. Cette interdépendance est nécessaire à notre réussite et ne pas la considérer ni l'encourager amènera à un système défaillant. On est actuellement dans une société qui ne met pas du tout en valeur ce genre de métier et je pense que avec la petite grève qu'on a eue, il y en a qui peuvent voir où je m'en vais avec ça. Nous le voyons ici actuellement, les enseignants n'ont pas le choix d'être en grève pour avoir un salaire qui leur permet juste de se loger et se nourrir. Leurs mauvaises conditions de travail font en sorte que moins de personnes veulent enseigner et que notre système d'éducation perd de sa qualité. Les professeurs ont trop d'élèves dans leur classe et passent leur temps à faire de la discipline ou de l'encadrement plutôt que de transmettre de la matière. Ces jeunes ont donc une moins bonne éducation, un moins bon suivi et cela se répercute sur toutes nos vies et sur toutes les générations à venir. Valoriser les métiers du care, c'est intimement lié aux soins concrets, à la sollicitude, au dialogue, au maintien des liens. C'est simplement investir dans un meilleur avenir et une meilleure qualité de vie pour tout le monde. C'est à se demander pourquoi on ne pense pas de même. Bien qu'il semble parfois que pour Gilligan, cette manière de prendre soin des autres soit naturellement féminine, comme je vous ai dit, elle était plus essentialiste, elle est venue à nuancer par la suite parce que les féministes étaient fâchées. Elles étaient comme non, on n'est pas de même parce qu'on est naturellement de même. Comme a dit Beauvoir, on s'est fait conditionner à prendre soin. Donc c'est pour ça qu'on prend plus soin. Par contre, si on commençait à valoriser des métiers du care, il y aurait énormément plus d'hommes qui seraient dans ces métiers-là. Je veux dire, si on pense, est-ce que quelqu'un a déjà eu un éducateur en maternelle? Non. Primaire, un peu plus. Secondaire, on a commencé à avoir une mixité. Cégep, il y a plus de profs masculins, tout simplement parce que c'est mieux payé, plus valorisé. Donc, si on continue à y faire attention, techniquement, peut-être qu'on va arriver à avoir un peu de tout partout. Alors,
Dans toutes mes heures de lecture, il y a un sujet qui m'a particulièrement touchée et j'ai ressenti le besoin d'en parler à la fin pour donner toute la place qu'il mérite. En tant que féministe depuis ma préadolescence et activiste depuis maintenant quelques années, j'ai souvent lu sur la cause féministe et sur la cause raciale. Malheureusement, je les ai toujours séparées. À cause de leur couverture médiatique et du manque de diversité dans l'exemplarité, j'ai toujours associé dans mon imaginaire un homme noir à la cause antiraciste et une femme blanche à la cause féministe. Ce réflexe social que la majorité d'entre nous ont, bon je l'avoue, mais je pense que vous aussi peut-être un peu, est complètement erroné et se doit d'être modifié le plus vite possible. Dans son livre, qui est composé d'un recueil d'articles et qui s'intitule « L'intersectionnalité », Kimberly W. Crenshaw, enseignante de droit à l'Université d'Harvard ainsi qu'à Cornell, spécialiste en questions de race et de genre, nous ouvre les yeux sur une réalité qui a toujours été devant nous. Alors, qu'est-ce que l'intersectionnalité? L'intersectionnalité renvoie à l'idée qu'il existe un cumul ou une addition des différentes sources de domination et de discrimination vécues par des personnes. Par exemple, une femme noire, un homme noir gay, une femme handicapée autochtone, ça s'accumule. Pourquoi est-il important d'avoir un mot pour cela? Parce qu'une femme noire ne vivra jamais le même sorte de sexisme qu'une femme blanche, étant donné que sa réalité raciale n'est pas la même et donc que la manière dont le monde la traite est différente. Plutôt, j'avouais que personnellement, j'ai tendance à visualiser une femme blanche lorsqu'on me parle de féministe et un homme noir lorsqu'on me parle de racisme. Pourquoi c'est quelque chose de mal? Cette manière de voir les choses fait obstacle à notre capacité à adopter une vision cumulative de la discrimination. Si une femme féministe milite pour l'obtention des droits d'une femme blanche, les femmes noires resteront oubliées, et de même pour une personne antiraciste. Là où elles entrent, nous rentrons tous et tous, dit Crenshaw, déjà sur la 4e de couverture de son livre. L'intersectionnalité, la 4e de son livre, l'intersectionnalité, et elle a raison. Si nous analysons une situation sexiste du point de vue d'une femme noire et que nous nous adaptons à sa réalité à elle, eh bien la réalité des femmes blanches sera elle aussi avantagée, éclairée. De même pour les hommes noirs, évaluer leurs droits en fonction des femmes noires ne peut leur être que bénéfique. Pourtant, depuis des décennies, elles sont oubliées et reléguées au deuxième plan. En 1851, dans un contexte d'esclavage, une femme nommée Sojourner Truth lance un cri du cœur aux femmes féministes blanches. Je vous lis un extrait de son discours qui a été cité par Crenshaw dans l'intersectionnalité. « Regardez mon bras, j'ai labouré, planté, engrangé sans qu'aucun homme ne fasse mieux que moi. Mais ne suis-je pas une femme? J'ai travaillé comme un homme, mangé comme un homme chaque fois que je le pouvais, supporté le fouet comme un homme, et ne suis-je pas une femme? J'ai mis au monde 13 enfants, dont j'ai vu la plupart vendus comme esclaves, et quand j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps de mère, seul Jésus m'a entendu, et ne suis-je pas une femme? » Des années plus tard, « Anti a Woman » est encore un slogan utilisé par les femmes noires pour dénoncer les exclusions par les femmes blanches féministes. 1851, guys. Vous vous rendez compte? Genre, elle est montée sur le podium, elle a poussé, puis elle a dit ça. C'est fou. Genre, c'est fou. Ce cumul d'oppression vécu par les femmes noires les oblige souvent à devoir faire un choix dans l'identification des discriminations vécues. Comme si quelqu'un pouvait être juste raciste. Ah là, ça c'était juste raciste, non, ça c'était juste sexiste. Ce que Crenshaw veut faire comprendre dans son analyse, c'est que les diverses sources d'oppression vont ensemble et que leur combinaison apporte une discrimination qu'une femme noire est une femme blanche et qu'un homme noir ne pourront pas comprendre. Pour vous faire comprendre à quel point les femmes noires se retrouvent souvent au pied du mur, laissez-moi vous donner quelques exemples. En Amérique et en Occident, en particulier, le mythe de l'homme noir qui est violent et qui viole des femmes est très courant.
On peut penser par exemple au viol de Central Park qui a fait trembler New York et surtout qui a inculqué 5 hommes noirs innocents durant 6 à 13 ans. Dans la lutte antiraciste, le combat contre ce stéréotype-là est constant. Donc, pour l'écriture de son article, qui deviendra le livre Intersectionnalité, Crenshaw raconte dans ce même livre qu'elle a voulu récolter des statistiques de violences faites aux femmes de couleur. Simplement. Malheureusement, plusieurs mouvements antiracistes lui ont demandé de ne pas procéder à la publication de ces données puisqu'ils ne veulent pas donner d'autres arguments en faveur du stéréotype de l'homme noir. Mais qu'est-ce qu'on fait des femmes noires vivant des violences conjugales? Leur histoire reste encore sous silence. Dans une perspective intersectionnelle, évoquer ce genre de statistiques-là vise non pas à alimenter des stéréotypes, mais au contraire à les déconstruire en montrant les causes sociales. En effet, les taux de violence observés dans certains groupes s'expliquent très largement par l'oppression subie socialement et historiquement dans ces groupes eux-mêmes. Ainsi donc, si on veut mettre fin à la violence et à l'oppression sous toutes ses formes, il faut lutter contre toutes les inégalités et toutes les injustices en même temps. Racisme, sexisme, pauvreté, etc. Injustice qui s'imbriquent et se renforcent. Selon les procès qu'elle a pu analyser, Crenshaw démontre qu'une peine pour viol sur une femme blanche, si les preuves sont là, est souvent de 10 ans, une femme hispanique 5 ans et une femme noire 2 ans. C'est fou, là. Ce manque de considération sociale sur le plan judiciaire de la vie des femmes noires est ahurissant. Oui, dans une perspective antiraciste, il est important de déboulonner le stéréotype de l'homme noir qui viole des femmes blanches, ça c'est sûr. Mais il faut se rappeler qu'une femme noire, là, elle se fait violer par les hommes noirs et les hommes blancs sans aucune conséquence. Donc, en conclusion, je pensais pertinent de parler de l'intersectionnalité puisque nous devons de modifier notre manière de voir les choses et de prendre drastiquement plus en considération la réalité des femmes noires ainsi que tous les groupes marginalisés. Si on veut permettre aux étudiantes de se sentir représentées en classe et éveiller leur curiosité intellectuelle, il faut prendre en compte une multitude de perspectives parce qu'elles sont toutes distinctes plutôt qu'interchangeables. Si cette conférence vous a intéressé, pour compléter votre réflexion, je vous invite d'ailleurs à consulter le site web du projet Atopos, dont la conception pédagogique est assurée par Benoît Damour et Sophie Savard-Laroche, associés au Cégep de Lévis. Piloté par de nombreux enseignants et enseignantes et plusieurs chercheurs et chercheuses, ce projet regorge d'informations et de suggestions de lecture passionnantes, comme c'est mentionné explicitement sur le site dans la section à propos, et je cite, « Projet Atopos propose un corpus philosophique plus inclusif pour les cours de l'être humain et éthique politique. Ces modules permettent d'aborder des problématiques contemporaines selon des perspectives marginalisées par la tradition occidentale. » Je tiens à faire un grand merci à mon superviseur qui m'a suivi pendant toute cette bourse. Tes lectures m'ont vraiment beaucoup éclairé. C'est d'ailleurs lui qui a introduit l'éthique du care, puis c'est grâce à ça que j'ai vraiment fait « OK, ça m'allume, je me sens interpellée, puis ça devrait être comme ça pour tout le monde. » Puis c'est pour ça que j'ai aussi eu l'idée de cette bourse, donc merci beaucoup. Suite à cette recherche, je pense qu'il est clair qu'il existe énormément de femmes en philosophie. Nous devons de les présenter et de les réanimer. Elles méritent leur place et continuer de les ignorer devient une décision plutôt que de l'ignorance. Actuellement, on choisit consciemment de ne pas les enseigner. Les femmes que je viens de présenter apportent une vision importante et différente que tous et toutes se doivent de connaître. Sans elles, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et c'est avec leur force et leur courage que je peux fièrement dire que je m'en vais en philosophie à l'université. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.